repart ensemble pour continuer à débattre, discuter autour de la digitalisation de la fonction finance, autour de la transformation de vos métiers, autour de l'accélération des flux, des données, des événements, bref, de tout ce que vous vivez et autour aussi peut-être, je le disais en démarrant et j'y tiens vraiment, de la responsabilité, à mon avis, très très importante que vous avez tous, de transformer le monde, particulièrement les banquiers. Voilà. Donc, 3/4 d'heure à peu près de table ronde autour des questions dont j'espère quelles sont les questions que vous vous posez. J'espère que, à travers ce moment d'échange, de partage, vous allez pouvoir retrouver des situations qui correspondent à ce que vous êtes en train de vivre. Stéphanie Oswald est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Directrice expertise comptable BFR et cash management pour Grant Thornton. Thomas Courtois, donc bonjour Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le patron de Nickel, donc aujourd'hui filiale de BNP Paribas. Nickel, le compte pour tous, mais c'est plus la fonction finance au cœur de Nickel que le rapport au client bancaire, évidemment, qui va nous intéresser. Frédéric Guibet, bonjour Frédéric. Bonjour. Directeur MOA, comptabilité, actuariat pour AG2R La Mondiale. Je pensais à... Pardon, mais de la même façon, c'est un autre élément qui me passionne et qui vous concerne aussi au premier chef d'ailleurs, hein, autour des actuaires. On en disait un mot, Frédéric, c'est que... Alors, on disait tout à l'heure 6% de croissance, en fait c'est même 6,25 maintenant, ça s'accélère. Très franchement, il n'y a pas un conjoncturiste, un prévisionniste qui avait ça dans le viseur. Oui, on parlait de rebond, mais tiens, par exemple, à COFAS, il parle d'une reprise en V+. C'est même plus un V, c'est un V+. Ça veut dire que les instruments de politique monétaire, hein, c'est ça les banques centrales, sont à ce point puissantes aujourd'hui qu'elles ont, d'une certaine manière, éliminé peut-être le risque classique de l'activité. Production, surproduction, dépression, production, surproduction, dépression. Et ne reste, Frédéric, que des risques, moi je réfléchissais à ça, des risques presque ancestraux, c'est-à-dire la massive cyberattaque, la crise de compétences, qui pour travailler, pourquoi pas crise de matières premières, la pandémie évidemment, ensemble de risques qui vont être de plus en plus inassurables. Oui, effectivement, avec des montants dans ces cas-là d'indemnité considérables. Considérables. Et une vraie question sur la capacité des assureurs, notamment, à pouvoir assumer ce type de risque. Ouais. Et on sent effectivement, en tout cas moi c'est mon approche, que de plus en plus c'est l'État potentiellement qui pourrait être amené à prendre en charge au moins une partie de ces risques. Partie de ces risques, ou en tout cas en collaboration avec vous. Parce qu'il y aura toujours besoin des actuaires pour calculer la réalité de ces risques. Pour essayer de calculer. Pour essayer de calculer. Et puis André Brunetière qui reste avec nous. Alors, phrase qu'on a entendue sans doute 100 fois, Covid, accélération des tendances. Et notamment sur la transfo digitale, et je pense qu'on l'a très bien démontré dans la première partie de cette matinée. J'ai envie de vous demander, mais vraiment un point précis. Sur quel point précis est-ce que vous avez noté une accélération dans vos organisations? Stéphanie, je commence avec vous. Pour le coup, moi je suis chez Grant Thornton, donc cabinet d'expertise comptable, audit et conseil. Donc c'est vrai que la transformation digitale, nous on l'avait appréhendée déjà depuis quelques années parce que notre métier s'est fondamentalement transformé. Donc c'est vrai qu'on avait... Alors, je ne dis pas qu'on avait prévu ce qui allait arriver, mais en tout cas, on était quand même bien équipés. Et par contre, c'est plus vis-à-vis de la relation qu'on avait avec nos clients, le fait qu'on a travaillé de façon beaucoup plus collaborative et de façon digitale, collaborative, on va dire. Et en fait, c'est sur ces éléments-là où on a concrètement accéléré, c'est-à-dire que on a exploité davantage les outils qu'on avait déjà chez nous, en fait. Que ce soit en termes de partage d'informations, de travail collaboratif, de partage, de répartition de rôles aussi avec nos clients. Et en fait, eux, c'est ce qu'ils recherchaient justement avec cette période de crise où il fallait être réactif. Donc c'est vrai que l'expert comptable était aussi un des acteurs qui a été très, on va dire, sollicité pendant cette crise Covid. Et du coup, on s'est attaché à exploiter vraiment les outils qu'on avait à disposition pour répondre au maximum à nos clients en tout cas. Vous avez été plus que sollicité, vous avez tenu une partie de l'ensemble de ce que le pays a mis en œuvre, c'est-à-dire
sans vous et sans les banques? Parce que on a sans arrêt parlé des banques. S'il n'y avait pas les experts comptables derrière pour traduire, on en parlait, hein, l'ensemble des flux d'informations qui venaient de l'administration, les choses ne se seraient pas aussi bien passées qu'elles se sont passées. C'est sûr que les clients attendaient beaucoup de nous. C'est vrai qu'ils étaient, on va dire, aspergés de nouvelles dispositions, de nouvelles réglementations, de nouveaux dispositifs. Il fallait pouvoir l'appliquer en fait à chacun de nos clients dans les contextes particuliers qu'ils vivaient, dans les secteurs d'activité aussi, qui n'étaient pas tous logés à la même enseigne. Donc il fallait vraiment que sur ces points-là, on soit présent. Et... Jusqu'à aller chercher ceux qui passaient à côté, en plus d'un certain nombre de dispositifs. Oui, exactement. Moi j'ai vu ça, mais là, attendez, ça vous concerne, allez-y, prenez-le. Exactement, voilà. parce qu'en fait les dirigeants, pendant cette période de crise, que ce soit aussi les directeurs financiers, je pense qu'ils n'y voyaient plus très clair non plus. Donc on avait aussi un gros rôle de partage de l'information. Et c'est vrai que ces aspects digitaux, collaboratifs, ça a facilité énormément on va dire la crise, en tout cas la gestion de la crise. Donc pour vous, Stéphanie, c'est la relation client en fait qui s'est transformée. C'est ça, si je résume, voilà, vraiment l'élément de transformation, c'est la relation client. Je dirais que voilà, c'est vraiment l'accélération sur la façon de travailler avec nos clients qui s'est un peu accélérée. Qui s'est transformée. Non, mais on y reviendra parce qu'on a un peu de temps. Je veux plus de détails quand même. Thomas. Un élément de transformation digitale. Alors nous, la relation avec nos clients, elle est déjà nativement très digitale. On est il y a 7 ans grâce au digital. En revanche, ce qu'on a observé en interne, c'est une vraie hybridation des modes de travail avec des équipes qui vont travailler de chez eux ou au contraire au bureau. Et tout ça se mélange. Et donc, il faut qu'on soit capable de partager les informations de façon beaucoup plus dématérialisée, rapide, fluide. Et voilà le vrai changement que nous, on a pu observer. Parce que ça va rester, pour toi, il n'y a aucun doute. Ah oui, ce mouvement, en tant que CEO, bien sûr, ce mouvement, il est irrémédiable. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait la preuve qu'on était tous capables de travailler une partie de son temps à la maison, une partie au travail. Et on y trouve des bénéfices dans les deux, différents. Et donc, je pense que dans toutes les organisations ici, dans cette salle aujourd'hui, je suis sûr que personne ne reviendra en arrière sur cette hybridation des façons de travailler entre télétravail et présentiel au bureau. C'est rien, il faudrait presque faire un sondage. Et il y en a qui se posent la question quand même, dans les deux sens d'ailleurs, hein, d'une forme d'exclusion, d'une forme de full télétravail ou presque, non, je veux tous les retrouver au bureau, je les veux tous autour de moi. Je pense qu'il faut toujours se méfier des excès. Moi, je crois que vraiment ce qui va s'imposer, c'est une voie médiane qui est grosso modo une moitié du temps au travail, une moitié du temps de chez soi. Je pense que c'est les modèles qui s'imposent le plus, entre 2 ou 3 jours de télétravail par semaine. Je pense que c'est la majorité de ce qu'on peut observer. Mais en tout cas, cette nouvelle façon de travailler impose effectivement des modes de travail plus digitaux pour être capable d'échanger avec toutes les autres directions de l'organisation, ça c'est sûr. Tout à fait. Frédéric ? Moi, ce qui me frappe, c'est quand on regarde le portefeuille projet d'un groupe comme le nôtre, on s'aperçoit que sur les 3/4 des projets qui ont été menés ou qui sont en cours cette année, on en a bien, sur les 3/4, la plupart ont des aspects digitaux. Et même sur un sujet, par exemple, j'ai donné un exemple, on vient de changer d'outil sur la partie expense, les notes de frais. Nous, on a à peu près 3000 collaborateurs qui sont sur les routes, quand ils peuvent être sur les routes. On avait besoin de changer d'outil. On a mis en place une solution avec de la mobilité pour permettre aux commerciaux de faire leurs notes de frais directement sur leur portable avec de l'OCR qui nous permettra derrière une reconnaissance de caractère, et on en a tiré effectivement des gains de productivité relativement importants. Donc je vais dire, même sur des projets entre guillemets qui ne sont pas forcément sur la relation client, mais qui sont beaucoup plus entre guillemets dans le fond de la soute, on voit qu'on peut mettre et on a une pression forte pour passer sur des outils avec plus de digitalisation. Et ça, c'est une pression alors ceux qui sont sur les routes, c'est les agents généraux, j'imagine, c'est ça, les commerciaux, oui. Les commerciaux, ouais. Et c'est de la base que vient la pression en fait. Oui, c'est plus de services pour les. Alors il y a deux choses, c'est à la fois plus de services pour les gens qui effectivement font leur note de frais. Il y a aussi derrière des enjeux de gain de productivité, parce que nous, ça nous a permis notamment de faire des économies en termes de jours-hommes sur le traitement comptable de ces factures. Donc il y a ce double aspect. Répondre aux besoins éventuellement des clients internes, mais aussi toujours en garder en tête cet enjeu autour de la productivité. André, on l'a pas fait exprès, mais tu as une palette là assez formidable finalement. Je pensais une chose, et je pense que j'ai plutôt envie de parler de la transfo digitale maintenant, c'est-à-dire qu'on est dans la phase de reprise. Et je pense notamment dans les systèmes financiers de gestion, parce que on les a conçus depuis 30 ans
pour aider les entreprises à être sous tension. Ouais. C'est-à-dire, on cherchait à tout optimiser, le stock zéro, etc. etc. Là, il n'y a pas besoin de les mettre sous tension. Ouais. Elles le sont d'office par rapport à la croissance échevelée qu'on est en train de voir. Et donc, on va sûrement avoir à réfléchir, et avec vous, parce que je pense que c'est une vraie réflexion commune sur comment, justement, c'est des produits qui aident à trouver les marges de manœuvre. L'idée du stock zéro aujourd'hui, l'exemple que tu donnais tout à l'heure sur l'industrie aéronautique, Ouais. maintenant, j'aimerais que tu aies un stock qui soit égal à ce que je vais te commander en plus. Ouais. Donc, et c'est certainement des réflexions qu'on va avoir de plus en plus. Alors, juste un mot là-dessus. Il se trouve que j'ai discuté de ça avec ceux qui sont quand même les rois du stock zéro ou du juste à temps, c'est-à-dire Ikea. La patronne d'Ikea a eu cette formule. Elle dit, en fait, on est passé du juste à temps au « et si jamais ». Oui, exactement. Et si jamais. Et ça, je dirais qu'on a les données pour y penser, on a ce qu'on appelle la business logic, c'est-à-dire tout ce qu'on construit comme algorithme dans le produit. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on le repense avec vous, parce qu'il y aura sûrement des nouvelles questions que se posera un directeur financier qui ne sont pas celles sur lesquelles il trouve d'habitude des réponses dans les produits. Ah bah oui. Ah oui, et je pense que la question du prix du stock, de la gestion du stock, qu'est-ce que ça me coûte, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Là, je crois que les mindsets se sont totalement. Ah oui, voilà. Oui, les mindsets se sont totalement renversés. Stéphanie, revenons sur cette relation client. Et André, je voudrais ton commentaire aussi là-dessus. Alors, c'est le petit chef d'entreprise qui parle. Mais quand même, on est 3,5 millions. Hein. Il y a un colloque singulier quand même. Il y a une relation très particulière entre le chef d'entreprise, de petite entreprise et son comptable. Et ça, est-ce que ça passe par la digitalisation ? Je pense que la digitalisation en fait, nous aide à mieux accompagner nos clients dans le sens où avant, l'expert comptable, quelque part, il créait de la donnée. Il était là pour sortir des comptes annuels, les liasses fiscales, etc. OK, aujourd'hui, il devait aussi tenir la comptabilité, tenir les livres de comptabilité de l'entreprise. Donc, il passait un temps, mais on va dire assez incroyable sur ces aspects-là. Aujourd'hui, on n'est plus que faiseur, ou en tout cas, on n'est plus là pour créer de l'information. Et la digitalisation nous aide énormément parce qu'on a de la chance quand même aussi dans notre métier. On voit ça comme une chance, c'est qu'on a un panel d'outils qui nous permettent de nous repenser. Donc on utilise, et c'est un peu tout l'enjeu aussi des cabinets comptables, mais il faut savoir utiliser les possibilités qui sont offertes par justement tous ces outils pour pouvoir aussi aborder nos clients et miser et en tout cas focaliser notre expertise sur le conseil, sur l'accompagnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est grâce à la digitalisation, eh bien l'expert comptable, il dégage un temps conséquent pour vraiment être le conseil, le partenaire de ses clients et pouvoir les accompagner au mieux et aussi avec une certaine réactivité. C'est vrai que dans nos méthodologies, dans nos méthodes de travail, dans les outils qu'on va exploiter, on peut nous aussi être beaucoup plus réactifs par rapport à nos clients et ça c'est le gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, à la fois pour nous, experts comptables, et pour les clients qu'on peut accompagner. Thomas, j'avais qu'est-ce qui s'est transformé radicalement et sur quoi est-ce que tu sens qu'il n'y aura pas de retour en arrière? C'est la même chose, tu restes sur l'idée du télétravail ou tu as un autre élément où tu te dis là, ça y est, c'est fait. En un an et demi, on s'est plus transformé là-dessus que... Oui, bien sûr. Du coup, comme on a dû travailler, apprendre des nouveaux modes de travail très vite, on a aussi développé des outils pour ça. Donc je vais prendre quelques exemples très concrets. Mais par exemple, on a digitalisé tout notre système RH. Un truc tout bête, mais les fiches de paye, on ne pouvait plus les distribuer au bureau. Donc on les a tout de suite digitalisées, mis dans un espace dédié. Et on a digitalisé comme ça quelques process. Je pense par exemple à tout notre process achat. Donc on a pris un module de e-sourcing pour être capable de gérer nos appels d'offres, d'analyser, dépouiller les offres, analyser les fournisseurs, etc. Ça, c'est un autre exemple très concret de ce qu'on met en œuvre pour pouvoir travailler
très différemment entre nous. Mais c'est quand même, enfin pardon, mais les cordonniers les plus mal chaussés, parce qu'une boîte 100% digitale comme Nickel et pas la digitalisation de la feuille de paie, c'est... Assez paradoxalement. J'en reste comme 2 ronds de flanc. Assez paradoxalement. C'est paradoxal, ouais, c'est voilà, mais donc c'est l'une des toutes premières choses qu'on a faites, évidemment. C'est super important. Mais voilà, donc on a développé différents modules comme ça. En ce moment, on travaille à complètement digitaliser tout notre processus d'élaboration budgétaire pour pouvoir partager avec toutes les directions, les objectifs. On va y aller sur le partage. etc., Ça, voilà. je pense que c'est quelque chose de très important et dont on va parler dans un instant. Frédéric, il y a un élément là aussi sur lequel tu te dis, là, il n'y aura pas de retour en arrière, au-delà de cet aspect très intéressant des notes de frais. Non, nous, le groupe AG2R La Mondiale, depuis ça fait 15 ans que j'y suis, depuis 15 ans, on fait un rapprochement à peu près tous les 2-3 ans. Donc, et dans notre métier, il est important de rationaliser très rapidement les flux qui descendent en comptabilité. Donc, nous, j'allais dire là-dessus, le rôle d'Easy comme interpréteur comptable est vraiment quelque chose de très important pour nous aider, j'allais dire, à digitaliser et à récupérer les flux qui proviennent d'une multitude de systèmes d'information de façon le plus intégrée et automatique possible. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Stéphanie? En fait, je dirais que le retour en arrière, finalement, à partir du moment où on a mis en avant et on a généré du gain de productivité, du gain de temps, je pense qu'il va être difficilement concevable de faire machine arrière parce que ces gains, ils sont finalement acquis désormais et ils font partie aussi des feuilles de route stratégiques en fait, des entreprises. On compte sur ces gains maintenant pour aller plus loin. Et puis, quand on ajoute à cela les évolutions réglementaires, typiquement, on parlait tout à l'heure, on évoquait en tout cas la facture électronique qui arrive et qui va être une obligation. Tous les processus de dématérialisation, maintenant, c'est fait et on ne reviendra plus dessus. Pour ajouter effectivement... énorme boulot pour que ça se fasse, la facture électronique. On n'y est pas, mais quand c'est fait, non, c'est pas fait. Là. Non, mais dans le sens où on va y venir. Il va falloir qu'on plonge dans le bain. Voilà, absolument. Je pense qu'avec toute cette digitalisation qu'on a vécue de façon, c'est vrai, accélérée par la crise, on a tous gagné en productivité, en agilité, mais aussi en confort pour les équipes. Je veux dire, leur retirer ce confort-là, c'est aujourd'hui impossible. Impossible. Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose? André? Ce que je voulais dire, il y a une chose qui me semble intéressante dans l'analogie entre le métier de l'expert comptable et le métier du directeur financier. Parce qu'il y a une grosse évolution quand même dans le métier. Je veux dire que si on essaie de le qualifier avant la crise, je vais prendre un terme à la mode, pour moi, le expert comptable, c'était le vaccin contre la phobie administrative du chef d'entreprise. Tout à fait. Là, c'est déjà devenu autre chose. Très bonne formule. C'est devenu autre chose pendant la crise, parce que d'un seul coup, le problème, c'est pas la phobie administrative, c'était justement tirer des aubaines de ce que me proposait l'administration. Tout à fait. Déjà, il y a cette transformation, et maintenant, je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se disent « je suis vivant », certes, mais qu'est-ce que je fais? Parce que tout a changé autour de moi, je trouve plus personne pour bosser, je sais plus où je vais trouver de la matière première, etc. Et donc, va y avoir effectivement un rôle essentiel de ce métier-là dans complètement autre chose que l'assurance contre les problèmes avec l'administration ou les aides, mais vraiment la construction du business. Et je pense qu'il y a une réelle analogie avec la fonction financière, parce qu'effectivement, dans la discussion avec les opérationnels, c'est compte tenu de toutes les nouvelles contraintes, comment on fait pour trouver le business qui va nous réussir? Ça redevient une vraie question. Ouais. Alors allons-y, transformation des métiers, effectivement, le vaccin, il était vaccin, il est devenu coach. Voilà. Exactement. Le vaccin qui nous protégeait, maintenant le coach qui nous remet en bonne santé. Non, moi j'ai une question. Alors, c'est une question forcément qu'on se pose, Stéphanie. Alors pour les comptables, pour les experts comptables, mais dans l'ensemble des professions financières, est-ce que cette transformation, elle peut être faite par les mêmes? Est-ce que cette transformation des métiers, c'est aussi une transformation des hommes et des femmes qui font ce métier? Alors je pense qu'on n'a pas le choix avec cette digitalisation, de faire évoluer en fait les collaborateurs, les personnes qui travaillent aujourd'hui, parce que c'est leur poste, c'est leur job, c'est les processus qui changent, donc il faut forcément s'adapter. Donc le faire avec les mêmes personnes, je pense que c'est aussi, il y a un côté indispensable dans le sens où les hommes qui travaillent aujourd'hui dans l'entreprise, c'est eux le concret, j'ai envie de dire, et c'est eux les utilisateurs de ces outils. Donc quelque part, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de les impliquer sur cette digitalisation pour aussi tirer profit de toute leur expérience sur l'outil et sur leur métier au-delà de l'outil.
Et on le disait, les outils vont maintenant répondre au métier et c'est plus le métier qui va s'adapter à l'outil. Donc il faut vraiment concevoir sa digitalisation avec les hommes. En revanche, alors c'est pas pour prêcher non plus pour ma paroisse, mais souvent quand on met en place la digitalisation, la transformation, c'est des choses nouvelles pour les entreprises, c'est des sujets nouveaux. Alors elles ont peut-être déjà connu ou réalisé des projets de la sorte sur des sujets différents, mais quand on aborde un sujet nouveau sur lequel on veut introduire la digitalisation, on est un peu novice en la matière. Et je pense qu'aussi de savoir se faire parfois accompagner par un conseil extérieur qui aura l'expérience, qui aura peut-être aussi suivi, piloté ou géré des projets similaires dans des organisations similaires aussi, ou alors totalement différentes, pour pouvoir challenger aussi les projets de digitalisation. C'est très intéressant. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est oui, il faut le faire avec les mêmes, on n'a pas le choix, et puis de toute façon, c'est comme ça. Enfin, l'entreprise ne va pas non plus se fracturer. En revanche, sur ce qu'on appelle le change management, voilà, disons-le, il faut se faire accompagner. Ça, c'est ta conviction? Je pense que ça peut être un plus. Et après, de toute façon, le change management, c'est l'incontournable dans ce genre de projet. Il faut accompagner, il faut être là, il faut être présent auprès des équipes. Donc moi, je le vis, on va dire, côté interne même au cabinet, où c'est une révolution quand on introduit de nouveaux outils, etc. On a besoin d'impliquer, d'avoir l'adhésion aussi des utilisateurs finaux. Donc je pense que c'est très important de faire attention à ça. Et puis, de toute façon, je pense que dans la digitalisation, les qualités humaines telles que l'empathie, la bienveillance, l'écoute, elles sont essentielles. Et finalement, on ne peut pas parler de digitalisation si finalement on n'introduit pas le côté humain dans le projet, en tout cas. Je crois qu'André est en train de noter pour 2-3 slogans là. Non mais c'est vrai ça, André, dans l'empathie. Et c'est pas les premiers éléments. J'adore ce que dit Stéphanie, c'est pas les premiers éléments auxquels on pense justement quand on est en phase de digitalisation accélérée. Avant, quand on faisait de la conduite du changement, c'était je t'amène un nouveau système qui n'est pas le même, il va falloir que tu l'apprennes et donc il va falloir qu'on t'emmène de la façon dont tu t'en servais là à la façon dont tu t'en servais là. Là, l'histoire elle est en train de changer complètement. C'est-à-dire je t'amène un nouveau système, c'est lui qui fait le boulot et ensuite tu vas utiliser ce qu'il a fait pour toi créer autre chose. Il y a une première conduite du changement, c'est comment je fais confiance, on en discutait juste avant de commencer la table ronde, est-ce que ce système me raconte? On parlait de l'exemple d'un développement que vous avez fait sur la détection d'éventuels risques de blanchiment par l'intelligence artificielle. Les acteurs spécialisés à ça, ils disent oh non mais attendez, moi j'ai mes méthodes, votre truc, je ne veux pas y croire, je continue à travailler comme avant. Et c'est pas de la formation qui amène à changer les gens là-dessus, c'est effectivement faut les amener à changer leurs croyances. Ça l'empathie, elle compte forcément. Donc il y a vraiment ce travail-là qui était beaucoup. Avant c'était changer la profession, maintenant c'est changer les croyances. C'est beaucoup plus de travail. Thomas? Mais j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit, effectivement. D'ailleurs, Nickel, typiquement, on est né justement avec des valeurs très fortes d'universalité, de simplicité, d'utilité et de bienveillance, parce qu'on était convaincus qu'effectivement, par la digitalisation, on allait apporter un bien meilleur service à nos clients. Et donc, tout ça résonne forcément en interne aussi. Et pour parler de conduite du changement, il me semble essentiel d'associer très tôt toutes les parties prenantes à chaque fois qu'on a un projet de livraison d'un nouvel outil. Je vais prendre typiquement l'outil d'e-sourcing qu'on a mis en place chez nous. Très tôt, on a associé toutes les directions de l'entreprise qui allaient consommer ce nouvel outil. Et puis, on a procédé par prototypage petit à petit. Et donc, la conduite du changement, elle s'opère dès le départ, pendant le projet, par les prototypages, toutes les phases de test. Et puis ensuite, évidemment, au lancement, par un accompagnement très rapproché. Et un dernier mot, d'ailleurs, pour ce qui est de la fonction de DAF, qui pour moi se transforme aussi énormément. Le métier de DAF ne suppose plus juste des compétences en comptabilité, en contrôle de gestion. Aujourd'hui, ce métier, il suppose aussi une très forte compétence de gestion de projet, une certaine appétence aussi pour les systèmes d'information, parce qu'on veut utiliser des outils de plus en plus sophistiqués, dont il faut tirer le meilleur parti. Et donc, il faut aussi, dans cette fonction finance, développer ces compétences-là en gestion de projet, apprendre le jargon, savoir extraire des données, etc. Donc c'est un métier qui vraiment se transforme en profondeur. Frédéric, comment est-ce que tu vois cette question du capital humain finalement autour de la transformation? Moi, je rebondirais sur le dernier point qui a été évoqué. Je pense que c'est des questions aussi qu'il faut qu'on se pose en termes de recrutement à venir. Dans nos équipes
de direction financière, on voit de plus en plus l'importance que prennent, comme tu le disais, le volet conduite de projet, et aussi toute l'appétence et la capacité à manipuler des systèmes d'information, manipuler des données. Donc il y a de véritables questions aussi qui se posent en termes de recrutement pour les années à venir. Mais la question, c'est peut-être que tu n'auras pas le choix parce que le recrutement, il est de plus en plus difficile. Et qu'il va falloir qu'à un moment, tu transformes en fait ce que tu as avec toi pour travailler avec toi. Oui, clairement, hein, il y a deux sujets. Il y a accompagner, effectivement, on en parlait autour de la conduite du changement, les équipes effectivement en place, mais on a quand même aussi la chance de ce côté-là d'avoir quand même un certain turnover ou d'avoir la croissance des groupes qui font qu'on continue à recruter. Donc, transformation des métiers, agilité. Ça a été le grand mot, ça aussi, agilité, quelque chose d'important. Vas-y, Thomas, né de la digitalisation. L'agilité, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, etc. Mais pour le faire très simple, l'agilité, c'est être capable de croître encore plus vite et de développer de nouvelles offres ou de nouveaux territoires. Moi, je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire être capable de délivrer encore plus rapidement de la valeur ajoutée à nos clients. Voilà, c'est ça pour moi l'agilité. Et donc, nous, notre défi chez Nickel, c'est effectivement à la fois de nous étendre géographiquement dans de nouveaux pays, mais également de développer nos offres, puisqu'on a une offre, un compte courant qui est très simple aujourd'hui, mais petit à petit, on l'étend. Et donc, c'est ça pour nous l'agilité, c'est ça nos enjeux. Et c'est là que des solutions comme celle de Cegid nous aident aussi à pouvoir développer plus vite des projets. Voilà, c'est vraiment ça pour moi l'agilité. Ouais. Stéphanie ? Oui, non, mais alors l'agilité, moi je la vois déjà. On en a un peu parlé d'ailleurs dans la réactivité. Exactement, mais dans la prise de décision, peut-être aussi avoir des décisions, savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, donc être agile et être réactif, oui, dans cette prise de décision. Et c'est vrai que les outils, quand on pense aux outils par exemple de business analytics qui permettent d'obtenir des données fiables, rapides, sécurisées, de façon, presque en temps réel, la BI qui vous permet aussi de transformer de la donnée brute en de la donnée, on va dire, utile pour les décideurs, pour qu'ensuite ils puissent l'analyser, la comprendre et prendre des décisions aussi éclairées et faire des actions rapides. Donc ça, c'est tout, on va dire, l'enjeu et ce qu'il faut savoir retirer des outils qu'on met en place, en tout cas chez nous. Et puis surtout dans les environnements complexes où on parlait aussi des croissances externes, etc. Donc on a une multitude de systèmes différents, on a des pratiques différentes, donc il faut savoir compiler en effet toute cette information. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un environnement complexe, multisource, quantité de données aussi extrêmement importante, on est capable de les gérer et faire aussi de l'analyse multidimensionnelle, chose qui n'était pas si aisée finalement il y a quelques années. André Frédéric en parlait effectivement tout à l'heure, c'est une dimension importante. Il se trouve, moi j'en ai discuté de deux tailles d'entreprise, Pierre-André de Chalandard, Saint-Gobain, qui était sidéré de la vitesse à laquelle il avait pu intégrer la dernière cible. Saint-Gobain fait beaucoup d'acquisitions régulièrement. Il avait pu intégrer la dernière entreprise qu'il avait acquise, enfin que Saint-Gobain avait acquise, et c'était effectivement grâce au système d'information, ou une entreprise dont on avait peut-être entendu parler, dont on est très fier, qui s'appelle Believe, qui fait aujourd'hui de la gestion de talent. On ne dit plus maison de disques, on dit gestion de talent. Ce sont, mais je crois, des centaines d'acquisitions en fait, qu'ils ont faites dans leur croissance. Et là, les systèmes d'information sont aussi très très importants pour donner l'agilité, la fluidité et réussir ça en temps réel. Oui, et ce qui compte encore plus, et là on a beaucoup gagné, c'est en fait ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire entrer tout le monde dans la même boîte, parce que ça prend toujours un peu de temps, pour rendre l'information venant de différentes sources accessible à tout le monde et permettre d'avancer. Donc, notamment dans les acquisitions, dès qu'on dit qu'il va falloir fusionner les deux ERP en un seul, ça y est, on se dit, bon, on est parti pour une longue histoire. Maintenant, avec l'interopérabilité, avec plutôt la mise en commun des outils de reporting que la mise en commun des moteurs en dessous qui génèrent les données, on arrive à faire pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes et qui permettent de prendre des décisions sur des périmètres beaucoup plus larges, beaucoup plus vite. C'est ça. Donc très très important d'être sûr qu'effectivement, je me trompe ou je dis, peut-être plus aujourd'hui, mais il y a une dizaine d'années, la fusion des ERP, ça pouvait en fait faire échouer des opérations. Ça les ralentissait. Ça les ralentissait, pas les faire échouer quand même. Non, échouer peut-être pas, mais ça les ralentissait. Ça les ralentissait. Il y a un point aussi dans l'agilité qu'on oublie un peu, surtout nous Français, il y a une règle, c'est le fail fast. C'est-à-dire apprendre à échouer rapidement.
Les Français n'aiment pas échouer déjà, ils aiment encore moins dire qu'ils ont échoué, mais c'est essentiel dans l'agilité. Je peux vous dire, nous, c'est Gide, alors vous ne les voyez pas bien sûr, mais on n'a jamais abandonné autant de projets en disant mais non, on ne s'y est pas pris par le bon bout, on ne trouve pas le marché, et donc on passe à autre chose, mais on le fait de plus en plus vite. Et je pense que c'est une composante vraiment importante demain, parce que dès lors qu'on veut aller vite, on fait forcément des impasses. Il faut juste savoir s'en rendre compte rapidement si ce n'était pas la bonne. Frédéric, cette question d'agilité, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Agilité ou partage d'ailleurs, parce que c'est le troisième point sur lequel je voulais qu'on aille. Dans l'agilité, nous, on a par exemple réfléchi avec nos amis de l'informatique pour une transformation agile de nos équipes, à la fois maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, pour revenir sur des nouveaux modes de gestion de projet. Vous parliez de prototypage, réduction des délais, meilleure prise en compte des besoins utilisateurs, livraison effectivement de pilotes et un travail phase par phase. Donc un vrai sujet de transformation aussi pour nos équipes maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, avec une redéfinition importante des rôles. Et alors, Frédéric, garde le micro. Et si on parle de partage maintenant, de ce dont on a parlé d'ailleurs avec André, avec Sylvain dans la première partie de cette matinée, partage de l'information, facilité. Partage de l'information, pour moi, c'est des sujets autour des entrepôts de données ou des puits de données. Donc, effectivement, dans un métier comme le nôtre, dans l'assurance, on a besoin effectivement de partager des données métiers, de partager des données actuarielles, de partager des données comptables. Donc, des gros sujets effectivement de technologie avec la big data, des technologies qu'il faut s'approprier d'un point de vue informatique, et puis aussi des vrais enjeux métiers sur la qualité de données. Et notamment pour des financiers, l'importance d'avoir une donnée qui reste justifiée en phase avec la comptabilité générale. Ouais. Et alors ça pose quoi comme challenge justement? Ça pose la question du filtre des données, de la qualité des données en amont, qui la rentre au départ, voilà, c'est ça. De la connaissance des données, de pouvoir effectivement remettre les choses dans les bonnes cases. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que ça devient à nouveau un projet collectif. Voilà, chacun est en charge finalement de la donnée. Stéphanie? Ouais, moi, j'insisterai peut-être sur la transversalité. Le partage, il sera possible que si finalement cette transformation digitale, elle est vraiment transversale dans l'entreprise. Parfois, malheureusement, on voit des transformations digitales qui sont silotées dans l'entreprise, c'est-à-dire que chaque fonction ou chaque service entame sa transformation digitale. Et en fait, elle n'est pas forcément interconnectée avec les autres métiers ou les autres départements de l'entreprise. Et c'est vrai que le partage, il pourra vraiment être optimal si on réfléchit la stratégie digitale de façon vraiment transversale dans l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un point à avoir en tête dès le départ du projet et en tout cas aussi à chacune de ces étapes. Mais tu parlais de BI tout à l'heure, Stéphanie, et c'est quand on discute avec les directions financières, quand on discute avec vous, c'est vraiment là aussi un des mantras qui revient régulièrement. On veut être business partner, on veut être davantage associé à l'ensemble de ce qui se fait, ce qui permet d'ailleurs d'avoir des remontées plus rapides de la réalité du terrain. Là, on sent qu'on tient quelque chose qui va rendre ça possible. Est-ce que tu le vois comme ça? Ah oui, on parle de BI, mais il y a aussi des espaces collaboratifs qui permettent vraiment un partage. Enfin, il n'y a plus d'excuses pour ne pas partager. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que nous, avec nos clients aussi, on a vraiment ce partage. On ne fait plus chacun, on va dire, notre métier, chacun de notre côté de la barrière. On a vraiment ce pont aujourd'hui qui se crée avec les outils. On va échanger très facilement, on va partager de l'information, alors que ce soit du cabinet vers nos clients, on va leur mettre à disposition de l'information pour lesquelles ils portent un intérêt. Je prends un exemple de l'actualité fiscale, d'actualité sociale. Donc ça, on a la possibilité de le partager très facilement. Aussi, il y a ce partage des rôles aussi sur certains sujets, comptabilité, paye. On va dire que l'expert comptable va réaliser certaines phases, mais le client, il en réalise aussi. Donc en fait, on travaille à deux sur des mêmes sujets. Et ça, c'est les outils digitaux finalement qui nous le permettent et de partager finalement à la fois de l'information, mais aussi partager la mission, j'ai envie de dire. Ah, c'est bien, hein. Thomas? Ouais, sur le partage, en fait, moi, ça me paraît essentiel si on veut que tout le monde soit toujours bien aligné dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on doit tous avoir la même vision, à la fois de nos objectifs, mais également de nos résultats. Donc voilà pourquoi le partage est si essentiel, d'autant plus que maintenant, on n'est plus jamais réunis tous dans la même salle, quoi. Donc
Donc ça pose différentes questions à la Mais fois. ça permet de l'avoir, justement. Ouais, justement. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est là où, où ce partage de la donnée il est essentiel pour que tout le monde soit bien aligné et qu'on ait tous la même vision quelque part. Voilà. Et c'est ce qu'on arrive à faire maintenant avec ces solutions-là. Et c'est un vrai pas en avant. Ça pose après différents défis qui est la sécurité, la fiabilité de cette donnée, qui en est le propriétaire, comment on la rend disponible, quelle définition on lui donne, etc. etc. Donc on fait un gros travail là-dessus en interne pour bien partager tout ça et pour qu'on suive tous les mêmes indicateurs sans aucun écart entre toutes les directions de l'entreprise. Voilà. Mais pour moi, c'est ça, derrière le partage. Tu sais, juste, alors, petite anecdote, pardon, mais les biscuits Michel et Augustin, ça vous dit quelque chose, voilà. Et Augustin Paluel-Marmont, donc fondateur, il était commercial chez Air France. Et il raconte, un jour, j'étais malade et les avions ont décollé quand même. Et je me suis dit, en fait, je ne sers à rien dans cette entreprise et je suis parti. Et je trouve que c'est l'incarnation, en fait, de ce que, sans information partagée sur la marge globale de l'entreprise, alors on parlait aussi de travail invisible, de gens qui se demandent ce qu'ils font dans l'organisation, c'est ce qui peut amener à des situations de détresse d'ailleurs. C'est l'ensemble de ça aussi qui peut disparaître avec davantage de partage. Oui, et je pense, et c'est ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est certes, il faut partager, mais il faut qu'on soit sûr qu'on parle tous de la même chose quand on parle d'une chose. Les références. Déjà qu'on regarde tous les mêmes données. Le nombre de gens qui extraient des tableaux Excel, qui vous les cuisinent et qui vous les resservent, et on dit mais d'où elles viennent ces données, c'est quand même des choses qu'on vit très souvent. Et puis aussi qu'on appelle tous les choses de la même façon. Et il y a des nouveaux métiers qui commencent à exister. On appelle ça la gouvernance des données. C'est-à-dire des gens qui deviennent spécialistes de dire où est la source, qu'est-ce que ça veut dire, comment on l'appelle, et que tout le monde veille à appeler la même chose de la même façon. Et ça ne veut pas dire qu'il en est propriétaire, mais ça veut dire qu'il est capable de la tracer en permanence. De la tracer et de, quand on en parle, vérifier qu'on est bien tous en train de parler de la même chose et d'une donnée vérifiable. Ce qui suppose de cataloguer toutes les données de l'entreprise en fait et de leur attribuer une définition, une origine, un propriétaire, etc., etc., un niveau de confidentialité ou de sécurité ou de criticité. Enfin, voilà, donc c'est un travail colossal. Et mais ça, André, ça passe par la qualité des outils, ça passe par oui, bien sûr, parce les solutions que vous apportez justement. Si au travers des outils on amène de la confusion, ça devient très vite un désastre. C'est-à-dire que déjà, cette notion d'unicité de la donnée au travers des outils, elle devient essentielle, parce que si chacun peut voir sa vérité au travers des outils indépendamment de son plein gré, ça devient un vrai problème. Donc on a vraiment un gros travail là-dessus. Et aussi qu'on soit particulièrement vigilant quand on extrait la donnée pour la présenter ailleurs, qu'on soit bien sûr de ce qu'on est en train de faire, notamment quand on doit extraire des choses qui viennent de deux endroits, être sûr que quand on fait ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire lier les données les unes aux autres, on parle bien de la même chose quand on lit deux données. Alors, mes questions au CEO, parce qu'il y a la question ça aussi qui revient assez régulièrement, le business case de la digitalisation. Les KPIs, combien j'investis, combien ça me rapporte, comment est-ce que je suis capable de mesurer et de quantifier mon investissement. C'est quoi les bons critères ? Nous, en tout cas, chez Nickel, on en utilise plusieurs, mais je vais juste donner un exemple. On a démarré une activité en Espagne et on a mis 2 ans à installer notre activité, à développer nos systèmes pour être capable d'opérer en Espagne. Ouais. Et là, maintenant, grâce aux outils qu'on a construits, notamment avec l'aide de Cegid, on est capable de déployer 2 pays en 1 an. Donc, quelque part, on va 4 fois plus vite. Ouais. Voilà, pour moi, c'est un KPI qui est clé. Pas mal. J'en donnerai un second. Assez massif. J'en donnerai un second, c'est que donc Nickel a 7 ans. Les 6 premières années, on avait développé 2 nouvelles offres pour nos clients. Et en 1 an, on en a développé 4 nouvelles. Voilà. Pour moi, c'est exactement, ça répond au défi que j'indiquais tout à l'heure, être capable de faire plus pour nos clients et plus vite. Ouais. Ben voilà, on a été capable. Ouais, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas seulement on n'a pas le choix, il faut le faire. C'est à un moment, ça peut se traduire par des opérations beaucoup plus efficaces et bien plus rentables. Et donc, quand on investit dans la digitalisation de nos systèmes, eh ben, on a des systèmes qu'on peut paramétrer plus vite, modifier plus vite, avec une meilleure sécurité, et ce qui nous permet d'accélérer considérablement. Et en plus, ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus scalables, c'est-à-dire d'accepter
d'accepter toute la croissance de l'entreprise avec les volumes que ça génère en termes d'opérations, etc. Donc voilà, et on voit tout de suite le résultat. Stéphanie, cette question de business case de la digitalisation. Oui, pour revenir justement à ROI, KPI, si on a, je pense que si on a du mal à y voir clair, parce que c'est vrai que les projets de digitalisation aussi, c'est des projets qui sont longs en général, donc c'est vrai que le ROI, il est peut-être pas forcément évident à mais mesurer. Il est toujours très compliqué à élaborer, voilà. Enfin, André, c'est vrai, il est toujours très compliqué. Mais on parle aussi du retour sur investissement, puis du risque à ne pas investir. Donc voilà, c'est deux choses qu'on met en regard. C'est exactement ce que j'allais dire. Si on n'arrive pas à répondre à la question dans un sens, la prendre à l'envers finalement, et de se dire quel est le risque de non-investissement avec les pertes d'opportunités, les pertes d'avantages concurrentiels également, les impacts d'une sous-performance aussi des équipes, etc. Et peut-être que là, finalement, on peut y voir plus clair aussi. Frédéric ? Non, moi, en matière de gestion de projet, ce qui est important et ce qu'on retrouve dans ce nouveau type de projet, c'est de veiller à avoir un delivery qui est beaucoup plus rapide. Voilà, et ça derrière, non seulement on améliore et on augmente plus vite la valeur ajoutée pour le client et on diminue forcément les coûts derrière. C'est vrai que nous, je prends le cas des collaborateurs comptables. Avant, je vais grossir le trait, mais on recevait une boîte à chaussures remplie de facturettes à saisir, donc on pouvait y passer des journées entières. Aujourd'hui, comme ça a été évoqué, c'est plus du tout le sujet. Le client nous prend une photo de sa facturette et elle est introduite directement dans le système. Donc je pense qu'aussi le ROI et le retour sur investissement, en effet, il faut pas chercher. Par rapport à la boîte à chaussures, il n'y a pas de doute. Voilà, il faut pas. Des fois, il est vraiment aussi gros que le nez au milieu de la figure. Il faut quand même un fort sponsorship, André, pour rentrer dans l'ensemble de ces transformations. Oui, parce que il y a ces problématiques d'acceptation dont on a parlé. Il y a des changements d'habitude, il y a des points de repère qui se perdent, notamment bien sûr les utilisateurs, mais il y a aussi une fonction dont on parle peu, c'est les managers des utilisateurs. Bien sûr. Le métier de leurs collaborateurs change, en plus ils sont à distance, etc. C'est quoi mon métier maintenant? Comment je contrôle l'exécution si l'exécution c'est plus du tout la même chose qu'avant? Et effectivement, avoir un sponsor qui guide vers là où on veut aller, c'est essentiel. Thomas? Thomas, toi tu es le patron, donc... non mais exactement, mais dans ces projets-là, un fort sponsorship de la DG est indispensable, notamment aussi parce que ce sont des projets qu'on veut mener quand même assez rapidement, parce que ça vient en plus du quotidien. Et donc, avec un fort sponsorship permet aussi des prises de décision très rapides lorsqu'on est confronté à un problème, à une difficulté. Voilà, les arbitrages sont beaucoup plus rapides, donc ça c'est indispensable. Frédéric, un commentaire? Non, plus on est sur des projets transformants, plus effectivement on a besoin d'un accompagnement et d'un sponsorship de la direction, effectivement, pour pousser les équipes et les accompagner dans le changement. Stéphanie, et ce sera le mot de la fin d'ailleurs, Stéphanie. Je me trompe. Hein. Il fallait mais je pense avec aussi que la DG va tirer profit de cette digitalisation. C'est peut-être quelque part la grande gagnante de la digitalisation. Donc, ça serait dommage qu'elle ne soit pas sponsor du projet. Mais André nous a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait plus avoir un projet si on n'avait pas les chiffres pour le justifier. Voilà. Donc il faut quand même essayer d'aller chercher les chiffres pour le justifier. Merci beaucoup Stéphanie, merci messieurs. Donc c'est la pause déjeuner et puis cet après-midi, donc à partir de 14h, les ateliers, Roadmap Solutions 14h, 14h45 et puis atelier découverte 15h, 15h45. L'idée étant que vous alliez découvrir des solutions dont vous n'êtes pas utilisateur. Merci pour votre attention.